Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, c'est une interview et attention, c'est une super interview. Ça a été pour moi un pur moment de bonheur. J'ai pu j'ai même vraiment eu la chance d'interviewer Jean-Philippe Ackermann. Jean-Philippe Ackermann, je l'ai découvert lors d'un webinaire pendant le confinement. Puis j'ai acheté son super bouquin Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces. C'est l'optimisme, franchement c'est l'optimisme, c'est de l'énergie. Je vous conseille d'écouter vraiment cette interview, de la partager autour de vous parce que ça va vraiment booster plein de personnes, plein de monde. Si vous ne croyez pas dans l'optimisme, écoutez Jean-Philippe. Je suis sûr que vous allez être convaincu qu'en étant optimiste, c'est ce qui va vous permettre de continuer à avancer dans la vie malgré toutes les épreuves que vous pouvez traverser. Écoutez, je ne vous en dis pas plus. J'espère que je vous ai donné envie d'aller écouter cette interview. Allez, laissons la place à Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe, bienvenue sur mon podcast. Et bien, tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci Jean-Michel, c'est avec plaisir, grand plaisir même. Eh bien, super. Écoute, allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que, rapidement, tu pourrais nous présenter, qui est Jean-Philippe Ackermann? Qui est Jean-Philippe Ackermann? Jean-Philippe Ackermann, c'est avant tout un chef d'entreprise, un entrepreneur, un dirigeant de société qui a redressé pas mal de sociétés, qui a été directeur général d'une société à 27 ans, sans compétences managériales qu'il a redressé. Et puis après, à 40 ans, j'ai créé un cabinet de conseil. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je conseille, je dirige même parfois des entreprises. Et depuis 8 ans, je fais des conférences sur l'optimisme managérial, parce que depuis ma première expérience, je vais dire, de dirigeant, j'ai compris que l'optimisme était vraiment une clé de performance et de développement dans les entreprises. Ok, merci Jean-Philippe pour cette petite présentation. Et moi donc, pour préciser, moi je t'ai découvert lors justement d'une de tes conférences en visio pendant ce confinement où on était derrière nos caméras. Et du coup, moi je me pose la question, comment on passe de propriétaire de magasin de sport à directeur général de mutuelle pour la mutualité française? Dans la vie, il faut avoir de la chance et prendre les opportunités en fait. Parce que je dis toujours, c'est que nous sommes entourés d'opportunités. Tous les jours, il y a des opportunités, mais on les voit, on les voit pas, on les prend, on les prend pas. Et en fait, quand je crée le magasin de sport, j'ai 23 ans, et à 26 ans, je ferme le magasin de sport parce qu'on n'a plus d'affaires, on n'a plus de clients, il y a une crise économique très forte. Et donc, souvent, ce que je dis, c'est qu'en 3 ans, j'ai appris à créer, à gérer et à fermer. Et à fermer une société. Et tu sais que fermer une société, c'est aussi un acte managérial très fort. Et donc là, il faut que je trouve du travail. Et j'apprends que les mutuelles du Vaucluse cherchent un commercial. Et donc, puisque j'ai plus rien, hein, j'ai plus de revenus, j'ai plus rien, je vais frapper à la porte. Je vais leur dire, OK, est-ce que vous voulez m'embaucher? C'est comme ça que je deviens, à 26 ans, commercial dans cette mutuelle d'Avignon, de 75 salariés. Et mon travail, c'est de vendre des contrats d'assurance santé aux entreprises. Ma foi, ça marche très bien. Je fais le Vaucluse, le nord des Bouches-du-Rhône, un peu le Gard. Et ça va bien, quoi. Je m'éclate. C'est vraiment un métier qui me plaît. 6 mois après, le directeur commercial prend sa retraite. Et donc là, il y a un poste à pourvoir. Et donc, je postule et on me le donne. Donc, j'ai 5 commerciaux à gérer. C'est ma première expérience de management. Et puis, une opportunité arrive. 6 mois plus tard, le directeur général, un soir, vient me voir dans mon bureau et me dit, Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite, moi aussi. Et je me dis, donc, il y a un poste à pourvoir. Il y a le poste de directeur général. Et donc, j'ai 27 ans, j'ai un bac G1, c'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme de management, de commerce, je n'ai jamais managé personne. Mais je me dis, c'est une telle opportunité que je ne peux pas la laisser passer. Parce que je dis, si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un de plus d'expérience, avec peut-être 40, 45 ans, 50 ans. Et ma chance sera passée. Donc, je postule, je fais une lettre de motivation, je leur demande de me faire un stage, une période d'essai de 1 an. Et je leur dis dans la lettre, si ça ne va pas, vous me remettrez directeur commercial. Si ça ne va pas, vous me remettrez commercial. Puis si ça ne va pas du tout, vous me mettrez dehors, quoi. Et je pense que ça leur a plu et je suis devenu directeur général à 27 ans de cette société.
Ce que je ne savais pas, c'est que cette société était en très grosse difficulté financière. C'est la raison pour laquelle ils m'ont nommé en disant on ne va pas aller débaucher quelqu'un d'expérience. Le petit jeune, il est là, il est enthousiaste, il est positif, il en veut. On va lui donner la direction. S'il échoue, c'est dans l'ordre des choses et peut-être qu'il peut réussir. Et puis, voilà, on a réussi à redresser la société. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a fait confiance voilà, au jeune Jean-Philippe Ackermann parce que voilà, comme tu dis, 27 ans, même si la situation était très compliquée, voilà, d'aller te faire confiance à toi, qu'est-ce qui a fait ça, peut-être en plus de ta lettre? Si tu veux, moi, je crois ce qui m'a fait confiance, je me souviens très bien quand j'ai été embauché par cette mutuelle, j'avais dit à mon père, voilà le salaire que l'on m'offre, c'est l'équivalent de 700 euros aujourd'hui, tu vois. Voilà le salaire que l'on m'offre. Et mon père m'a dit, attends, c'est sous-payé. Je lui ai dit, c'est pas grave, je me ferai mon salaire, je me ferai ma rémunération. Et je crois que pourquoi on m'a fait confiance, c'était toujours cette pensée positive, pardon. Le fait de toujours être enthousiaste, le fait d'être optimiste, le fait d'aller de l'avant, le fait de jamais se plaindre, de prendre les choses comme elles sont. Et à un moment donné, ben, on te fait confiance en disant ben, il marche bien. Quand il a été commercial, il marchait bien. Il a été directeur commercial, ça marche bien. Oh, pourquoi on ne lui ferait pas confiance maintenant pour la direction générale? Je crois que c'est cet état d'esprit qui fait qu'on m'a fait confiance. Euh, Moi, j'aime bien la citation de Albert Schweitzer qui nous dit ce n'est pas la réussite qui mène au bonheur, c'est le bonheur qui mène à la réussite. En fait, c'est notre état d'esprit qui mène à la réussite, c'est notre état d'esprit qui mène au bonheur, et pas l'inverse. Et trop souvent, les gens attendent quelque chose, et moi, j'attends rien, et puis donc je suis dans cette phase, j'ai 27 ans, j'ai rien à perdre, et je suis heureux de vivre ça, je suis heureux d'être dans cette entreprise-là, je suis heureux d'être à Avignon. Il arrive une opportunité, je prends l'opportunité. D'accord, bah, effectivement, et c'est vrai que on entend beaucoup hein, cette histoire voilà, de saisir les opportunités, avoir de la chance, mais en fin de compte, c'est d'oser saisir ces opportunités, effectivement. La chance tous les jours, Jean-Michel, on a de la chance. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, on a des opportunités tous les jours. Bon, à condition que je sorte, à condition que je parle. Tu vois, tu me demandes une interview, on ne se connaît pas, je te dis oui tout de suite. Alors j'aurais pu dire, ah, qui est Jean-Michel, etc. Non, la chance, c'est d'aller à la rencontre des opportunités et même sans calculer, quoi. Et c'est ça la chance. Alors c'est sûr que la personne qui reste chez elle, qui sort pas, qui voit jamais personne, qui refuse tout, qui prend jamais aucun risque, elle n'aura jamais de chance. Oui, effectivement, voilà. La chance, c'est comme tu dis, il y a ce côté, au moment donné, on prend des risques et on voit ce que ça donne après de toute façon. Mais souvent le risque est fantasmé, c'est-à-dire que moi je vois des personnes qui me disent ah, je vais pas aller là, on ne sait jamais, mais je dis tu risques rien, je vais pas prendre cette décision, on ne sait jamais, je dis tu risques rien. Le risque est souvent fantasmé et on s'aperçoit que quand on a pris la décision, bah, il n'y avait pas de risque en fait, il y a pas grand danger quoi. Oui, on se fait souvent un monde de ce que ça pourrait éventuellement devenir. Le monde de ce qu'on ne connaît pas, et moi j'ai toujours dit que la vie, c'est toujours fait de première fois. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai des premières fois. C'est la première fois qu'on se connaît, c'est la première fois qu'on fait des choses. Tous les jours, c'est la première fois. Il ne faut pas avoir peur de cette vie parce que la vie, elle est telle qu'on l'a fait. Elle n'est pas telle qu'on nous la donne, elle est telle qu'on l'a fait. Et donc si je suis OK avec ça, ça veut dire que je me dis la vie, c'est moi qui l'a fait, elle est toujours faite de première fois, eh ben, je vais avoir de la chance. Donc je rebondis, donc pour augmenter, on va dire, cette chance, c'est oser avoir tout le temps des premières fois, quoi. En Et fin la de vie, c'est compte. faite de première fois. Ouais, c'est ça. À nos auditeurs, tiens, une petite anecdote à nos auditeurs, tu m'as dit pour enregistrer, fais GarageBand. J'ai jamais fait GarageBand. Donc c'est une première fois pour moi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. J'aurais pu dire à Jean-Michel, moi j'ai GarageBand, je connais pas, j'ai jamais fait, etc. Non, tout de suite, j'ai vu ton message, je suis allé sur Google, j'ai enregistré GarageBand, tu m'as appris comment ça fonctionnait, aujourd'hui je sais. C'est ça la vie. La vie, c'est toujours fait de première fois. Que j'accepte ou que je refuse, mais c'est toujours fait de première fois. Ok. Alors, je reviens sur ton histoire. Donc voilà, on te fait confiance à 27 ans, mais comme tu dis, tu n'as aucun diplôme, tu as juste ton bac en poche. Mais à l'heure actuelle, et il y a une grosse évolution, et moi je vois dans les gens de ta génération qui ont pu bénéficier de ça, voilà, avec aucun diplôme, de pouvoir monter les échelons, aller très très haut. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est encore possible ou est-ce qu'il y a vraiment ce plafond de verre de se dire, voilà, si j'ai pas de diplôme, il y a un moment donné, je ne peux plus accéder à certaines fonctions? Non, mais moi, bon, j'ai mon bac G1
qui est aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est STT, c'est le dernier de STT, quoi. Hein. Donc je me dis quoi, jamais personne va m'embaucher avec ce bac, quoi, ou des postes subalternes. La décision que je prends, c'est d'être dirigeant de société, c'est d'être entrepreneur, de créer une boîte, c'est ma première décision. Aujourd'hui, on peut toujours créer des boîtes. Du reste, on voit que le taux de création d'entreprise n'a jamais été aussi fort. On peut créer, donc ça veut dire même si j'ai pas de diplôme, si j'ai de l'enthousiasme, si j'ai du positif, si j'y crois, si j'ai de la volonté, si j'ai de la ténacité, je peux créer une entreprise. Je n'ai pas besoin de diplôme pour ça. Le problème que l'on a aujourd'hui en France, c'est qu'on est surdiplômé. Et donc, les gens veulent monnayer leur diplôme. Ça veut dire qu'ils attendent d'être embauchés dans une entreprise pour monnayer le diplôme. Ouais, tu comprends, j'ai fait 5 ans d'études, 6 ans d'études, 7 ans d'études, 8 ans d'études. Je veux monnayer mon diplôme. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est au contraire, c'est de créer des choses. Et l'avantage de quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est qu'il peut créer sa société. Aujourd'hui, en France, on peut créer sa société avec 1 euro. Donc, il n'y a pas d'excuse de dire j'ai pas de diplôme, je ne peux rien faire. C'est pas vrai. D'accord, ok, merci. Donc, tu dis qu'à un moment donné, il y a eu un tournant dans ta vie. Tu as décidé, tu as décidé d'être heureux. Ouais, tu as Oui, décidé d'être heureux. Et est-ce qu'on peut vraiment prendre cette décision? Est-ce que ce ne sont pas les événements que nous subissons qui nous rendent ou pas heureux en fin de compte? ben, les événements ont une influence, mais on va en parler ça tout à l'heure. Euh, à propos d'événements, justement, moi je suis à l'armée, j'ai 21 ans, et il y a le général des forces françaises en Allemagne qui décède, et on me demande de participer à la chapelle ardente, de lui rendre les honneurs. Donc je me retrouve à Baden-Baden, tu vois ce que c'est, rendre les honneurs, c'est le corps qui est allongé, les personnes passent devant pour le saluer, et puis toi, tu es au garde à vous à côté. Moi, je suis au garde à vous à côté de sa tête, j'ai ma tête à gauche, si tu veux. Et quand c'est ma première confrontation à la mort, en fait, je n'avais jamais vu ça. Et je suis choqué, je suis abasourdi. Et quand je rentre dans la caserne, je suis plus la même personne, quoi, parce que je me dis, la vie, c'est ça, quoi. La vie, c'est ça. Et il se passe des jours, des semaines où je suis perturbé, et un soir, je suis dans mon lit. Et en fait, on vit qu'une fois, une seule fois. Je me rends compte, si tu veux, à 21 ans, qu'on vit qu'une seule fois. Et c'est important de le savoir, quoi, parce que aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si on était immortels, alors que nous sommes éphémères, quoi. On vit qu'une fois. Et puis, je me rends compte que je continue ma réflexion, qu'en fait, je ne peux pas faire le chemin retour, quoi. C'est-à-dire que ce qui est passé est passé. Ce qui est dit est dit. Ce qui est fait est fait. Je ne peux rien changer, quoi. Je ne peux rien changer. Et je me dis, mais après tout, ça ne sert à rien de dire si j'avais su, j'aurais dû, etc. Et puis, je me rends compte que notre espérance de vie, quand je fais mon petit calcul, elle est de l'ordre de 30 000 jours. Alors, je me dis, si c'est ça la vie, alors autant qu'elle soit belle. Autant qu'elle soit belle, autant qu'il n'y ait pas une journée qui soit désagréable. Et donc, je prends la décision d'être heureux le reste de ma vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je prends la décision d'être heureux le reste de ma vie. Voilà. Donc, j'ai ma décision d'être heureux le reste de ma vie. J'ai su ce que ça voulait dire chaque fois que j'ai eu des problèmes, des gros problèmes. Parce que moi, je suis le roi du rebond, quoi. Il m'est arrivé plusieurs fois de ne plus rien avoir en poche, de ne plus avoir de profession, de ne plus rien avoir. Et là, j'ai compris ce que c'était le bonheur, le choix du bonheur. En fait, le choix du bonheur, c'est le choix de jamais se laisser abattre. C'est le choix de toujours se dire je peux faire des choses. C'est le choix de ne pas se laisser diriger par les événements, mais au contraire de prendre les événements comme des éléments qui vont me permettre de diriger ma vie. En fait, faire le choix du bonheur, c'est faire le choix de la vie. Et donc, derrière, je me suis dit, mais puisque tu fais le choix du bonheur, j'ai voulu chercher une mission, tu vois, une mission. Quelle est ta mission de vie? Je me dis, mais j'ai une mission de vie. Je ne suis pas né pour rien, quoi. Il ne m'arrive pas ça pour rien. Et donc, j'ai cherché une mission de vie à la Mandela, tu sais, une mission de vie extraordinaire et tout, etc. Bon, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, ben, ma mission de vie, ça sera simplement d'être heureux et d'essayer de rendre les autres heureux. Voilà, c'est ce que je fais depuis que j'ai l'âge de 21 ans maintenant, c'est d'essayer de rendre les autres heureux. Donc, je le fais quand je dirige les boîtes, je le fais quand je donne des conseils, je le fais dans mes conférences, je le fais voilà, auprès de mes amis, de ma famille, etc. C'est d'essayer de rendre les gens heureux. Alors, j'ai bien essayé parce que, enfin, moi, je le fais, mais après, est-ce que les gens sont réceptifs ou pas, c'est autre chose, quoi. Voilà. Hein. Mais voilà, ça part de là.
Ça part de là. Et alors, si on parle des événements, moi j'aime bien cette parole d'Épithète, et Épithète il a 2000 ans, qui nous dit ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'événement, lui, il est neutre, quoi. Il est neutre. C'est la charge émotionnelle que je vais mettre dessus qui va faire sa puissance. Donc, soit je peux regarder le négatif, soit je peux regarder le positif. Parce que j'ai les deux. Soit je peux regarder les problèmes, soit je peux regarder les solutions. J'ai les deux. Soit je peux voir la menace, soit je peux voir les opportunités, soit je peux avoir une vision pessimiste, une vision optimiste. J'ai les deux et c'est mon choix. Et c'est mon choix. Et donc ça veut dire que si je décide d'être heureux, lors de chaque événement, je ne vais pas nier le négatif, mais je vais aller sur le positif. Je ne vais pas nier le problème, mais je vais aller sur la solution. Je ne vais pas nier la menace, mais je vais aller sur l'opportunité. C'est ça le choix d'être heureux, c'est toujours regarder les points positifs d'un événement. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que tu parlais de perception de l'événement, mais moi ce que j'aime bien aussi, c'est que par rapport à un événement, moi la question que je me pose aussi, c'est est-ce que je peux le changer ou pas? Si je peux pas le changer, on l'accepte, on vit avec. Si je peux le changer, ben, comme tu dis, trouvons les solutions pour que cet événement ne me gêne plus quelque part, pour continuer à avancer. Pourquoi on se connaît? Pourquoi tu m'as connu lors de mes webinaires? Quand il arrive le Covid, événement que je ne peux pas changer. Je suis maître de rien. Je ne suis pas maître de la maladie, je ne suis pas maître du virus, je ne suis pas maître des décisions du gouvernement, je ne suis pas maître des décisions des médecins, je suis maître de rien. Sauf que je ne suis pas responsable de l'événement, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Bien. Quand le 16 mars 2020, je perds 100% de mes commandes. 100% de mon chiffre d'affaires, 100% de mes commandes. Ça veut dire que moi qui suis indépendant, tu te rends bien compte que je n'ai plus rien pour vivre, quoi. Je n'ai plus rien pour vivre. Bon. Donc si je n'ai pas la décision d'être heureux, là, je m'écoule de nouveau, tu vois. Enfin voilà. Donc dès le lendemain, si tu veux, moi je suis associé avec un ami, j'ai créé une société à Monaco, je suis associé, et dès le lendemain, je lui téléphone et je lui dis, voilà, Thierry, moi j'ai une conviction, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. C'est une conviction d'optimiste, ça, parce que j'en sais rien si c'est vrai. C'est une conviction d'optimiste. Et je lui dis, alors on va faire quelque chose qui va être extraordinaire. Il me dit quoi? Je dis, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais on va faire quelque chose qui va être extraordinaire. C'est ça l'optimisme. Et donc je lui dis, puis j'ai un mantra que je me répète depuis des années quand les choses sont compliquées. Je me dis que quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Je lui dis, c'est notre temps aujourd'hui. C'est à nous de montrer que nous sommes des durs. Alors on téléphone à 3 amis que l'on avait et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Je leur donne mes convictions. Je leur dis, voilà, vous me connaissez depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à un événement qu'on ne maîtrise pas? Et ils me disent, ce qu'on va faire, c'est que, puisque nous, on est en difficulté, puisque nous, chefs d'entreprise indépendants, on est en difficulté, il doit y avoir d'autres indépendants et chefs d'entreprise qui sont aussi en difficulté. Et donc, on décide de créer une plateforme de soutien aux chefs d'entreprise. Et cette plateforme, on la nomme millésime.best. Pourquoi? C'est un peu iconoclaste. Pourquoi millésime? Parce qu'on se doute bien que 2020, ça va être un sacré millésime, puis on ne s'est pas trompé. Et pourquoi .best? On aurait pu prendre comme suffixe .org, .com, .fr. On prend .best pour montrer que c'est aussi une année qui peut être la plus belle de notre vie. Et c'est une année qui a été extraordinaire pour nous. Parce qu'en créant cette plateforme, on a été sur les réseaux, on a filmé, on a fait des webinaires, on a interviewé plus de 50 coachs français, des plus grands, etc. On s'est fait connaître et nos affaires sont reparties immédiatement. C'est ça ce que j'appelle avoir l'opportunité et de choisir le côté positif, optimiste, solution d'un événement. Du Covid, on n'y peut rien. Eh bien, on va créer les conditions d'une réussite. Et c'est ça qui fait que d'autres personnes se sont effondrées parce qu'elles n'avaient pas ce mindset de l'optimisme, elles avaient plutôt ce mindset du pessimisme. Elles avaient le mindset que c'est les autres qui font ma vie. Et moi, je dis, c'est moi qui fais ma vie et je surfe sur les événements. Tu sais, si je prends un exemple à propos de surf, les plus grands champions, ils ne surfent pas sur la mer Méditerranée par temps calme. Ils vont surfer au Portugal sur la plus grosse vague du monde qui existe. C'est ça l'événement. Plus l'événement est fort, plus je peux rebondir de façon forte.
Ouais, effectivement. Et il y a un dicton qui dit, en développement personnel que j'aime bien, c'est on ne s'entoure pas de dindons si on veut voler comme un aigle. Est-ce que du coup, on peut transposer ça et dire que si on veut être heureux, il vaut mieux pas s'entourer de gens pessimistes du coup? Mais non, mais bien sûr, tu sais, tu connais Jim Rohn qui est le pape du développement personnel, hein, qui disait on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est que si je m'entoure de pessimistes, ben, c'est plus compliqué pour moi. C'est l'histoire du verre et du fruit. Tu mets dans un fruit, c'est toujours le verre qui gagne, sauf si j'éradique le verre. Et là, je peux manger le fruit. Mais si je laisse le verre dans le fruit, à un moment donné, il n'y a plus de fruit, quoi. Il a bouffé, c'est-à-dire que le pessimisme te bouffe l'optimisme. Sauf si l'optimisme dit, je ne veux pas cette personne-là. Et donc, moi, je fais en sorte de m'entourer que de gens optimistes, que de gens positifs. Alors que je dis, je fais en sorte. Parce que quand familialement, tu as des personnes qui sont négatives, tu ne veux pas les rejeter non plus. Tu peux peut-être un peu les éloigner, mais voilà. Mais c'est sûr que à partir du moment où tu fais le choix du bonheur, le choix de la joie, le choix de l'optimisme, il faut t'entourer de personnes comme ça, parce qu'elles vont te porter beaucoup plus loin. Et pour revenir à cette force de l'optimisme, justement dans ton livre Aussi fine soit la tranche, elle a toujours deux faces. Petit bouquin voilà, extraordinaire que je fais lire à mon entourage d'ailleurs, voilà, qui est facile à lire mais qui apporte tellement plein d'énergie. Tu dis que voilà, pour le dirigeant, la fonction essentielle, c'est l'optimisme qui va lui permettre de continuer à avancer, notamment dans l'adversité. Ouais, déjà, moi, je pense qu'un dirigeant, de facto, il est plutôt optimiste parce que tu crées une entreprise, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais pas où elle va aller, c'est-à-dire que l'optimisme, c'est la confiance au futur, la confiance en l'avenir. Et je pense qu'un dirigeant, euh, il est entre guillemets, de facto optimiste pour faire ça. Après les événements, soit là, il se dit, mais mon bateau, mon entreprise, je sais qu'elle va avoir des coups de vent, quoi. C'est comme un voilier sur la mer, quoi. Je connais le cap, je sais où je veux aller. Déjà, il faut connaître le cap. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent plus quel cap elles ont. Mais je vais avoir les coups de vent, je vais avoir de la pluie, je vais avoir du soleil, je vais avoir la pétole, je vais avoir des grandes vagues. Je sais que je vais avoir ça. Et si tu veux, à partir du moment où moi, chef d'entreprise, je sais que je vais avoir ça, je vais me préparer à tout ça. Je vais me préparer à tout ça. Et donc, à partir du moment où je suis prêt à tout ça, si tu veux, je vais garder mon cap, je vais garder mon optimisme. Après la pluie vient toujours le beau temps. Toujours. C'est irrémédiable. Après la pluie vient toujours le beau temps. Ça veut dire que si moi, même si j'ai des difficultés dans mon entreprise, comme j'ai eu pendant le Covid, d'accord, si je sais réagir, je vais avoir derrière des réussites. Si je me dis, bah, tout est foutu, on ne peut plus rien faire, on est sous confinement, etc., bah, je vais fermer. Et après, je vais dire, bah, maintenant, j'ai plus de revenus, qu'est-ce que je vais faire? Vite, l'État-providence, qu'est-ce qu'ils peuvent donner, etc., etc. C'est pas ça la vie. Hein, c'est pas ça la vie. Donc voilà, effectivement, un chef d'entreprise, il faut qu'il soit optimiste. Et donc, moi, je rencontre aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont perdu cette vision de l'optimisme, qui ont perdu cette vision du positif, qui ne croient plus. Et donc, je leur rappelle que la vie, ce sont des hauts et des bas. Ce sont des hauts et des bas. Et qu'à partir du moment où on sait que j'ai des bas, mais c'est là où toute la fonction du rebond, de l'optimisme, du bonheur, de la joie vont prendre leur grande leur capacité et qui vont me permettre de rebondir. Et tu sais quoi que c'est que moi qui dirige une société avec des salariés par exemple, l'optimisme c'est une forme de courage qui donne confiance et qui mène au succès. Donc effectivement, pourquoi? Parce que je permets aux autres d'avoir confiance en moi, confiance en l'avenir, de créer du projet, de participer ensemble au redressement d'une société. D'accord, pour continuer sur cette partie-là, donc tu donnes des conférences sur l'optimisme. Est-ce que tu peux voilà, dire à nos éditeurs un petit peu plus sur ces conférences et du coup, qu'est-ce qu'elles apportent, puisque aussi bien aux dirigeants, on a compris, mais aux employés aussi, puisque ça concerne tout le monde quand tu fais ce genre de conférences dans les entreprises notamment. Oui, alors si tu veux, moi j'ai plusieurs conférences. La conférence signature, comme on dit aujourd'hui, c'est la conférence qui s'appelle pour rebondir, doper votre optimisme. En fait, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de montrer que l'optimisme est un choix. C'est un choix. Et le deuxième objectif, c'est de montrer que ce choix, n'importe qui peut le prendre. Donc ça veut dire que je vais démontrer avec 4 histoires, donc 3 histoires personnelles, une histoire qui n'est pas personnelle, comment, avec l'optimisme, je peux redresser une boîte.
comment avec l'optimisme, je peux changer les choses. Comment avec l'optimisme, je peux même moi-même changer ma vie. Et donc, c'est ce que j'apporte aux personnes, ça marche très très bien. Et les retours que j'ai, c'est des retours extraordinaires. Ça veut dire que moi, j'ai des gens qui m'appellent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et quand je leur demande pourquoi ils me rappellent pour la même conférence, ils me disent parce que tu as permis de changer mon management, parce que tu as permis de changer ma vie, parce que je vois les choses différemment. Et bon, c'est ma fierté, ça veut dire ma fierté, c'est qu'en l'espace d'1 heure, je peux faire changer les personnes et changer le management dans une entreprise. Ça, c'est très sympa. Voilà. Ouais. Ça flatte l'ego, comme on dit. Oui, oui, non, complètement. Je vais rebondir sur ce côté management, parce que voilà, moi, je fréquente pas mal de dirigeants de TPE, et leur problématique, leur vision du management, c'est pour eux, c'est de faire du social. Ouais, ben, moi, j'ai pas envie de faire du social, et du coup, moi, je pense que on est chef d'entreprise, mais on n'est pas manager. Il faut se former au management. Oui, en fait, si tu veux, il y a- euh, le chef d'entreprise à la base, il vient de la technique. Il vient de la technique. Ça veut dire qu'on sait très bien que quand on est indépendant, quand on est tout seul, on fait de la technique, on ne fait pas du management humain. Encore que le management, c'est la globalité de la société. Manager une entreprise, c'est travailler sa stratégie, travailler ses comptes, travailler ses budgets, travailler ses ratios, travailler, bien sûr, les ressources humaines. On entend souvent management, ressources humaines, mais le management, c'est la globalité. Un chef d'entreprise vient souvent de la technique. Et donc après, il embauche du personnel, et c'est là qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas faire, mais souvent il croit qu'il sait faire. Alors soit il n'embauche pas, soit il embauche et c'est pas bon, etc. Moi, souvent, ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est que il a appris un métier technique, maintenant il doit apprendre un métier de dirigeant. Il doit apprendre un métier de coach d'entreprise. Il doit apprendre un métier de leader, il doit apprendre un métier de meneur d'équipe, de meneur d'hommes. Il doit faire ça. Et ça, ils ne l'ont jamais appris. Donc moi, je fais des formations là-dessus, certainement comme toi. Je fais des formations là-dessus sur le management des équipes, le management des ressources humaines. Ce que je dis aux chefs d'entreprise, c'est que ils ont une conscience, ils doivent avoir une conscience. Moi, j'ai une conférence qui s'appelle L'entreprise du futur sera humaniste, altruiste et optimiste. Bon. Ils doivent avoir une conscience. Moi, j'ai eu cette conscience quand j'ai pris la mutuelle à 27 ans. Ils doivent avoir une conscience que leurs décisions influent la vie des familles de leurs collaborateurs. Pas simplement leurs collaborateurs. Les familles de leurs collaborateurs. Le montant que je paye, le montant de salaire que je donne. Alors bien sûr, j'ai des équilibres, je ne peux pas payer tout le monde des sommes astronomiques. Mais le montant que je donne va donner le pouvoir d'achat de la famille de mon collaborateur. C'est-à-dire que si je le paye 1000, il n'a pas le même pouvoir d'achat que si je le paye 2000. Donc ça, je veux dire, il faut en être conscient. La décision que je prends, elle a une influence sur le pouvoir d'achat. Donc, si elle a une influence sur le pouvoir d'achat, elle a une influence sur la vie. Elle a une influence sur les études. Elle a une influence sur les congés. Elle a une influence sur le mindset. Elle a une influence sur tout. Mes décisions que je prends, elles ont une décision sur la liberté de mes collaborateurs. À savoir, c'est quelle façon je donne les congés, par exemple. Exemple, je veux dire, les congés, tu sais qu'en France, c'est 4 semaines en été, 1 semaine en hiver, mais après, je peux dispatcher. Ma façon de donner des congés va avoir une conséquence sur la vie de mes collaborateurs, donc sur sa liberté, puisque l'article 1 du Code du travail sur les congés, c'est que c'est le dirigeant qui décide des congés. Donc je vais avoir conscience de ça. Quand je dis à quelqu'un, vous ne prenez pas les congés là, vous les prenez là, j'ai une influence sur la liberté des personnes. Et puis, j'ai une influence sur la santé des personnes, par mon management, par ma façon d'être, par l'écoute, par le respect que j'ai ou pas d'eux, par la façon dont je les considère. Et donc, parce que j'ai ces trois influences, je dois gérer des équilibres entre la performance de l'entreprise qui va me permettre sa survie et son développement, et donc la création de l'emploi, et en même temps le fait de créer du bien-être pour mes collaborateurs. Et on s'aperçoit que quand j'arrive à lier les deux, j'ai des entreprises qui ont des résultats extraordinaires. Et si là, je fais un cercle vertueux, si je mets de l'intéressement aux résultats en plus là-dessus, ça veut dire que je permets aux gens non seulement d'être bien dans l'entreprise, d'avoir de la performance, mais de cueillir les fruits de leur performance et de leurs résultats.
Et là, je peux te dire que les entreprises, elles vont de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais je crois que c'est inconscient, ce qui est important, pardon, pour un chef d'entreprise, qu'il ait conscience de l'influence, de ces 3 influences sur le pouvoir d'achat, la liberté et le mindset de la famille de ses collaborateurs. Et des collaborateurs aussi, bien évidemment. Oui, c'est super intéressant. On va dire, je ne m'adresse pas en fin de compte qu'à mes salariés, mais à leur environnement complet, quoi. L'impact que ça a autour d'eux, voilà, de leur famille, comme tu dis, de leur entourage. Ouais, ouais, c'est encore plus puissant, je trouve, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire que moi je dis aux chefs d'entreprise, ayez cette conscience, ayez cette conscience, ayez cette conscience. Vous n'êtes pas responsable que du compte d'exploitation. Bien sûr, vous êtes responsable du compte d'exploitation. Bien sûr, il faut faire du profit. Une entreprise est là pour faire du profit. Comme ne disent pas qu'une entreprise n'est pas là pour faire du profit. S'il n'y a plus de profit, il n'y a plus d'emploi. D'accord? Et s'il n'y a pas de profit, je ne peux même pas faire l'intéressement au résultat. Donc il faut que l'entreprise elle fasse du profit. La fonction première d'une entreprise, c'est le profit. La fonction première d'un chef d'entreprise, c'est la répartition du profit. Mais sans humain, en fin de compte, ce profit il ne marche pas. Parce que bon, je peux acheter des machines, mais à un moment donné, il me faut des humains. Et comme tu dis, si je ne prends pas soin de ces humains dans mon entreprise et des humains dont ils dépendent, ben, ça ne fonctionnera pas ou mal ou pas très longtemps peut-être. Mais moi, je leur dis aussi, quand je fais des formations, je dis, prenons un compte d'exploitation. Quelle est la charge financière la plus élevée dans un compte d'exploitation? Ils me disent, ben, les frais de personnel. J'ai dit, pourquoi c'est ça que vous gérez le plus mal? C'est fou, ouais. Raisonne, raisonne. Ouais. C'est ce qui te coûte le plus cher, c'est ce que tu gères le plus mal. Je dis, vous achetez des machines. Vous achetez des machines. Et là, sur les machines, vous prenez des contrats de maintenance, vous prenez des garanties. Mais pour les hommes, vous prenez ni contrat de maintenance, ni garantie. Alors que le contrat de maintenance, la garantie, c'est votre management, votre façon d'être, la formation que vous leur donnez, le perfectionnement. C'est ça. Donc, ça veut dire que déjà, gérer comme il faut ce qui vous coûte le plus cher. Oui, c'est vrai que c'est un principe de base, C'est un quoi. principe de base. Et moi, je leur fais, si tu veux, je fais un compte d'exploitation, je leur démontre le résultat d'où il vient, où il va, et après, je leur dis, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus? Donc après, ils me disent, bon, ok, on va mieux gérer nos ressources humaines. Et j'ai dit, bah, déjà, vos ressources, appelez-les des richesses, ça sera déjà mieux. Et vous allez voir que derrière, on peut faire un management. Quand j'avais 27 ans, Jean-Michel, moi, j'avais aucune compétence managériale. Mais j'avais cette conviction du bonheur. Et ce que j'ai voulu, c'est donner quand il a fallu redresser la mutuelle, j'avais qu'un objectif, c'était que mes collaborateurs soient heureux de venir travailler le matin. Et qu'ils soient heureux de partir le soir du travail qu'ils ont fait, du travail fourni. Et en fait, ce que j'ai fait pendant 3 mois, je les ai écoutés en partant du principe que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Tu vois, moi, je ne savais pas, j'étais le plus jeune, j'arrivais dans une société depuis 1 an, moi, je ne connaissais pas grand-chose, quoi, tu vois, surtout dans le management. Donc, j'ai interviewé chaque salarié et je leur ai demandé pourquoi vous êtes là, depuis combien de temps vous êtes là, qu'est-ce qui fait que. Sauf que des questions que je n'avais pas posées quand j'étais salarié, moi-même, tu vois. Et à partir du moment où j'étais dans la peau de chef d'entreprise, et je leur demandais comment sortir de cette situation compliquée. Et au bout de 3 mois, j'avais mon plan de développement. C'est-à-dire que j'avais simplement écouté les collaborateurs et j'avais mon plan de développement. Aujourd'hui, il y a des situations qui sont très compliquées dans l'entreprise, très très compliquées avec le Covid. Et je le dis aux chefs d'entreprise, commencez par écouter vos collaborateurs. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et à ce côté, ben, leur faire confiance, en fin de compte. Comme tu dis, ceux qui savent, c'est ceux qui font, c'est vrai que c'est bien, mais aller faire confiance à tes employés qui sont au quotidien dans le boulot, quoi. L'autre jour, je faisais une formation et je leur disais ça. Je voyais bien que les gars ils me regardaient en disant, celui-là, il a fumé la moquette, quoi. Et je leur dis, ouais, c'est vrai, vous pensez que je suis un peu bisounours. Bon, sauf que j'ai de l'expérience. Bon, j'ai de l'expérience. C'est-à-dire, si je ne l'avais pas fait, vous pourriez penser que je vous raconte des histoires. Sauf que je l'ai fait et je le fais encore. J'ai dit, vous savez, il y a quand même quelque chose qui était assez étonnant. C'est que vos collaborateurs, pour la plupart, ils sont mariés, ils ont des enfants, parfois même ils sont grands-parents. Donc ils ont su éduquer les enfants, ils ont su gérer leur vie, et vous pensez qu'ils sont incapables de gérer leur job. Et alors, les prendre comme des adultes, vous les prenez comme des humains, comme des enfants, ça veut dire que vous leur faites du b.a.-ba, etc., et après vous étonnez qu'ils ne prennent aucune responsabilité. Mais ne soyez pas étonnés. À force de traiter les gens comme des enfants, ils ne prennent plus de responsabilité. Alors c'est quand même fou, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence qui laisse à l'entrée de l'entreprise et qui reprennent quand ils partent le soir.
C'est quand même fou. Alors que si c'était intelligent, si vous la mettiez au service de l'entreprise, vous verrez que vos entreprises se porteraient beaucoup mieux. Et c'est ça aussi, c'est la confiance. Là, tu as raison, Jean-Michel. C'est la confiance que je fais à mes collaborateurs. Comment des gens qui sont capables de créer des familles, qui sont capables d'acheter des maisons, qui sont capables d'être hyper bricoleurs parfois, qui sont capables d'éduquer les enfants, parfois très bien, le plus souvent très bien, qui sont parfois d'être grands-parents, parfois très bien, seraient incapables de prendre des responsabilités dans l'entreprise. Il y a des choses que je comprends pas. Oui, je trouve que, voilà, en tout cas dans mon entourage et sur les TPE notamment, d'aller faire confiance naturellement aux employés, c'est pas naturel. Il faut un peu se forcer. On a l'impression que les gens sont là pour aller faire du mal dans l'entreprise. Ouais. Alors que voilà, bon, ils viennent faire leur boulot le mieux possible. Et en fin de compte, je pense que voilà, comme tu dis, plus tu fais confiance, enfin, plus il y a une notion d'engagement qui se développe derrière, quoi. Mais tu sais, souvent, la confiance, elle est liée parce que moi-même, je n'ai pas confiance en moi. C'est-à-dire que si je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas faire confiance aux autres. Moi, je fais des formations sur la confiance en soi, aux chefs d'entreprise. La première des choses, c'est qu'ils aient confiance en eux. Souvent, il y a des chefs d'entreprise ou des cadres ou des managers qui n'ont pas confiance en eux. Donc, ils ne peuvent pas faire confiance aux autres parce qu'ils ont peur d'être possédés. Lors de cette formation, il y en a un qui m'a dit, mais qu'est-ce que je deviens si je leur fais faire ça? Tu vois, tu vois le niveau de raisonnement. Qu'est-ce que je deviens si je leur fais faire ça? Eh bien, je leur dis, vous allez faire augmenter, vous allez vous élever, vous allez faire des choses différentes, vous allez travailler sur la stratégie, puis travailler sur le terrain. Voilà. Laissez-les travailler sur leur territoire, ils le connaissent. Vous allez travailler sur les stratégies. Et effectivement, quand on t'écoute, et en fin de compte, il suffit de pas grand-chose pour que les employés s'engagent, il y ait cette notion entre guillemets de bonheur au travail. On a eu cette période où il faut avoir le baby-foot, il faut Non. faire ci, enfin des trucs. Et en fin de compte, c'est les accessoires. L'important, c'est ce que tu dis, c'est la confiance, l'engagement, écouter, c'est ce genre de choses plutôt. Moi, l'autre jour, je leur ai dit, enfin, je leur ai dit l'autre jour, parce que j'ai fait une formation la semaine dernière, que j'en refais une demain, si tu veux, avec le même groupe. Je leur ai dit, mais vous savez, le baby-foot, tout ça, c'est du baratin. C'est la relation que j'ai avec l'autre qui est importante dans le management. Le bien-être au travail, c'est la relation que j'ai avec l'autre, c'est la confiance que j'ai avec l'autre, c'est pas, les artifices comme le baby-foot ou tout ça. Du reste, on y revient de ça. Hein, on y revient. Mhm. C'est ça qui est important, c'est de se dire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie de faire que les autres, comment les autres évoluent? Et moi, tu vois, pour parler d'expérience personnelle, un jour, voilà, on m'a confié la direction à 30 ans là, de m'occuper du personnel parce que mon patron détestait le personnel. Voilà, c'était ses propres mots. Et pareil, j'ai fait comme toi des petites interviews, savoir comment ça se passait. Et un des facteurs déclenchants à un moment donné, parce que j'avais des secrétaires qui allaient de 25 à 52 ans, donc avec des problématiques différentes. Et je leur ai laissé le choix de leurs horaires. Et oui. Donc je suis passé pour un extraterrestre ce jour-là. J'ai dit, mais choisissez. Moi, j'ai juste une contrainte horaire de téléphone, d'ouverture de magasin. Après, débrouillez-vous, je vous fais confiance. On a mis quoi? Une semaine à se caler, mais ça a été fini. Et comme voilà, tout a roulé et tout s'est très bien passé. J'ai jamais eu de débordement, personne qui a abusé de quoi que ce soit. Donc voilà, c'est comme tu dis, parfois très très simple. Il suffit de pas grand-chose pour obtenir de la confiance et de l'engagement. Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'était exactement la discussion. C'était sur les plannings. Ouais. C'était sur les plannings. Je leur disais, faites-leur confiance. Et moi, je leur disais, mais moi, quand j'étais directeur de la mutuelle, on est parti de 75 salariés, on a atteint 350 salariés 15 ans après. Et là, j'avais une clinique à gérer. J'avais une clinique mutualiste, tu vois. J'avais une clinique, il y avait une directrice c'était la guerre avec les médecins, avec les infirmières, avec les aides-soignantes, etc., etc. Et c'était la guerre à cause des plannings, quoi. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va leur dire qu'ils fassent eux-mêmes le planning. Mais c'est pas possible, etc. Ils ne sauront pas, etc. J'ai réuni tous les médecins. J'ai dit, voilà, docteur, nous, on ne connaît pas votre travail. On ne connaît pas votre travail, c'est vous qui le connaissez. On ne connaît pas vos infirmières, la façon dont elles travaillent, on les connaît administrativement, mais c'est vous qui les connaissez. On ne connaît pas les aides-soignantes, de leur façon, de leurs compétences, c'est vous qui les connaissez. Alors, c'est vous qui allez faire les plannings. Ils ont fait les plannings. Mais comme tu dis, Jean-Michel, derrière, on a eu une paix royale et tout a fonctionné, tout a roulé. Il suffit de faire confiance aux gens. Mais la réflexion qu'elle m'a faite, c'était la réflexion que m'avait fait ce chef d'entreprise la semaine dernière. Mais qu'est-ce que je fais faire si je ne fais pas les plannings? Tu imagines le niveau de compétence qu'il faut pour avoir. Et c'est là, je lui avais dit, mais vous travaillerez au développement de la clinique.
Bon, elle n'a jamais pu, hein, elle n'a jamais pu le faire. Bon, malheureusement, c'est elle qui, à un moment donné, a dû partir parce qu'elle n'était plus à sa place, Ouais, quoi. ouais. Tu vois? Et donc, je disais à ce chef d'entreprise, mais il n'était pas chef d'entreprise, il était cadre supérieur. Je dis, mais c'est pas à vous de faire des plannings. Et c'est là qu'il me répond, mais qu'est-ce que je vais faire sinon, quoi? Tu t'imagines un peu? Ouais. Ouais, mais comme tu dis, confiance en soi, on en revient toujours à ce principe-là. Hein. Ouais. Et alors, on va aborder quelques petits trucs et astuces. Tu as un truc qui est le cahier des bonnes Ah oui, nouvelles. Qu'est-ce que c'est ce cahier des bonnes nouvelles? tu sais, dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas. Tu as des hauts, tu as des bas, et parfois tu as des bas qui sont très bas. Ça m'est arrivé, tu as des bas qui sont très bas. Tu sais, quand tu perds tout, voilà, ça m'est arrivé 3 fois, moi, de tout perdre, voilà, d'être à zéro. Donc j'ai appris une parole de Karl Marx qui dit que la propriété est l'annihilation de la liberté. Je sais que c'est vrai maintenant, parce que quand tu n'as plus rien, tu es libre. Hein. Ça, je peux te le dire, quand tu n'as plus rien, tu es entièrement libre. Et, mais bon, c'est confortable. En fait, c'est parce qu'on a peur de perdre qu'on n'est pas heureux, tu vois. Quand tu n'as plus peur de perdre, ça va, quoi, ça passe bien. Et donc, moi, il m'est arrivé des gros événements. Et je me disais, mais la vie, c'est pas que l'événement. C'est-à-dire que, est-ce que l'événement n'est pas l'arbre qui cache la forêt des bonnes nouvelles, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tu ne vois plus que l'événement, tu ne vois plus que ça. Hein. T'es mal avec ton patron, tu vois plus que ça. T'es mal avec tes enfants, tu vois plus que ça. Enfin, peu importe, tu vois. Et donc, je me suis dit, une fois comme ça, il m'est arrivé un très gros problème. Et donc, je vais dire, ben, en fait, je vais créer le cahier des bonnes nouvelles. Et le cahier des bonnes nouvelles, c'est que tous les soirs, j'écrivais toutes les bonnes nouvelles qui s'étaient passées dans la journée. Alors, au début, il n'y avait pas beaucoup de pages, hein, parce qu'au début, on ne sait pas faire tout ça, tu vois. Donc, c'était un oiseau qui avait chanté, par exemple, tu vois, c'est une bonne nouvelle. Le soleil qui brillait, c'était une bonne nouvelle. Un coup de fil reçu d'un ami, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je mettais que les bonnes nouvelles. Et puis, ben, petit à petit, tous les jours, je remplissais de plus en plus de pages et j'avais de plus en plus de bonnes nouvelles. Et j'oubliais le problème. Enfin, je ne l'oubliais pas, mais je le traitais complètement différemment. Ça veut dire que je changeais le mindset, mon mindset qui permettait de me remettre sur le bonheur, de me remettre sur le positif, de me remettre sur l'optimisme. Et ben, j'ai créé des solutions et j'ai permis d'avoir le rebond et de repartir et de créer d'autres sociétés. Ouais. Quelle est des bonnes nouvelles? Donc, ce que je conseille à tout le monde, c'est chaque fois qu'il vous arrive quelque chose qui vous touche vraiment fortement, fortement, dites-vous bien que la vie, c'est autre chose que ça. Autre chose que ça. Mais quand je dis fortement, euh, même un décès, même un deuil, quoi. Il y a autre chose que ça. Il y a autre chose que ça. La vie continue. La vie est plus forte. Oui, effectivement, effectivement. Et allez, deuxième petit truc, c'est ce que j'ai lu dans ton bouquin. Il y a un truc que tu fais tous les matins Oui, devant ta oui. glace depuis des années. Qu'est-ce que c'est? Depuis combien de temps tu le fais et pourquoi tu le fais? En fait, moi, je sais pas, ça va faire 40, 50 ans, que tous les matins, devant la glace, je me souris. Voilà, je me souris. Voilà, ça paraît idiot, mais je me souris. Et en fait, j'ai remarqué que quand je souriais à la personne en face de la glace, la personne me rendait le sourire. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et que quand je faisais une grimace, la personne en face me faisait une grimace. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, la vie, c'est ça, la vie est miroir. En fait, tu reçois ce que tu donnes. Et donc, tous les matins, je me rappelle que dans la journée, je vais recevoir ce que je vais donner. Ça veut dire que si je donne du bonheur aux gens, je vais recevoir du bonheur. Si je donne du sourire aux gens, je vais recevoir du sourire. Mais si je leur donne des choses désagréables, je vais recevoir des choses désagréables. Il ne faut pas que je sois étonné non plus. Voilà, donc c'est à moi, effectivement, de créer ce mindset, de créer ce rituel qui me dit, bah, allez, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Et donc, jamais, 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 le matin, je me laisse aller, tu sais, je me suis levé du pied gauche. Non, jamais, jamais. Tout de suite, je vais aller dans la glace, je vais me sourire pendant que je me rase, pendant que je me lave, etc. Je me lave les dents, je me souris. Mais je me souris, je me fais des grimaces, c'est tout, c'est assez marrant. Et je rajoute un acronyme. Moi, j'ai fait beaucoup de vélo, tu vois, donc je me rajoute un acronyme qui est EPO. C'est un dopage qui est rigoureusement interdit. Mais moi, mon dopage, il veut dire enthousiasme, positif et optimisme. Donc les matins, je me répète ça, je me souris, puis je fais EPO et tout va bien, la vie est belle, et puis ça y est, la journée est partie. Quoi qu'il se passe, parce qu'il y a des journées qui sont plus dures que l'autre, hein, on est d'accord. Quoi qu'il se passe. Et tu as soulevé un point qui est assez marrant sur donner, en fait, compte pour recevoir quelque part, et les gens peuvent être surpris. Moi, j'ai fait ce test dans la rue. Tu te balades dans la rue, tu croises et tu souris Oui, aux gens. oui, oui. Et les gens, ils te disent, mais presque, mais il est bizarre ce gars, on se connaît Euh, pas.
Et en fin de compte, après les gens, ben voilà, ils vont te sourire et C'est du sourire. coup, voilà, Alors, il y a ce retour qui est assez marrant. donc je dis ça aussi aux chefs d'entreprise. Je dis, chef d'entreprise, si le matin vous arrivez, vous faites la tête, vous dites les paroles désagréables, vous étonnez pas que votre entreprise elle aille mal. Si au contraire le matin vous dites bonjour, un vrai bonjour, pas un bonjour, tu sais, la main flasque, les yeux qui vont dans le vague, etc. Un vrai bonjour, quoi. Hein, avec un vrai sourire et avec un vrai comment ça va, mais votre entreprise elle va aller beaucoup mieux. Moi, je me souviens quand j'avais 350 salariés, tu t'imagines, je passais tous les matins, je dis bien tous les matins, dire bonjour. C'était mon job. C'était mon job, dire bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va aujourd'hui? Comment va le petit? Comment va la famille, etc., etc. Comment va le job? Un vrai bonjour. Et quand à la fin, je suis parti, on distribuait plus 3 mois et demi de salaire d'intéressement, c'est parce qu'il y avait aussi ce bonjour. Allez, pour finir un petit peu, qu'est-ce qui te fait continuer dans ton métier de conférencier et de formateur? Qu'est-ce qui t'anime maintenant Ma mission, ma mission, ma mission de vie qui est d'essayer de donner du bonheur aux autres. Voilà, D'accord. jusqu'à ma mort, je ferai tout en sorte pour donner du bonheur aux autres, pour leur dire que la vie, elle est magique, qu'elle est une, qu'il n'y en a qu'une, qu'il ne faut pas la gaspiller, que ça ne sert à rien de voir le côté négatif, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire du mal aux autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se faire du mal à soi, ça ne sert à rien. Euh, j'ai envie que les gens, si tu veux, ils s'épanouissent, ils n'ont qu'une vie, quoi. Ouais. Je voudrais faire comprendre, si tu veux, dans cette interview, si chaque personne arrive à ce niveau-là d'interview, que si chaque personne comprend qu'il n'a qu'une seule vie. On n'est pas dans un jeu, là. Il n'y a pas plusieurs vies. Ils n'ont qu'une seule vie. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait rien, après, il n'y aura rien. Rien dans la forme actuelle. Avant, on n'était rien, après, on sera rien. Mais que cette vie, ils la vivent et qu'ils arrêtent les mesquineries, qu'ils arrêtent les méchancetés, qu'ils arrêtent, mais qu'ils cherchent au contraire à rendre les gens heureux, qu'ils cherchent à rendre leur famille heureuse, qu'ils cherchent à rendre leur entreprise heureuse. Parce que le but de la vie, c'est ça, c'est pas autre chose. Donc quand je vois des gens qui font du mal, quand je vois à la télévision ces politiques qui cherchent à faire du mal, ça me désole, c'est pas ça la vie. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on achète le malheur. Je voudrais bien qu'on achète plutôt le bonheur. Et est-ce que, pour rebondir un petit peu, est-ce que du coup, on ne devrait pas, enfin, tous, hein, enseigner ça à nos enfants, mais d'entrée, quoi, d'expliquer tout ce que tu viens de dire? Il y a des choses, moi je pense que si on est construit comme ça, de voir le côté positif, moi c'est ce que je fais avec mon fils qui vient d'avoir 13 ans, il y a ce travail là, dire, voilà, profite de ça, de la vie, des petites choses, ça, ce qui t'arrive, c'est pas grave, c'est ce qui va construire Ouais, notre avenir, et la personnalité qu'on va être, la ouais, personne qu'on va être. ouais, c'est ça. Bon, moi je le fais avec mes enfants, je le fais avec mes. Voilà. Après, moi je le fais quand on m'appelle. Mais j'aimerais bien qu'effectivement le bonheur, si tu veux, ce soit inculqué dans les écoles. Or, on voit bien que c'est plutôt l'inverse. Alors, je ne dis pas qu'on inculque le malheur, mais on n'est pas dans une société heureuse, quoi. Quand on entend un enseignant, euh, et plus souvent il se plaint que plutôt qu'il ait la joie d'enseigner, quoi. L'autre jour, j'avais à la télé un enseignant qui était extraordinaire, un jeune là qui faisait en sorte que les élèves réussissent, se dépassent, etc. Et les parents étaient heureux et tout. Bon, voilà, c'est ça, moi, qu'il faut enseigner aux élèves. Et puis leur dire que la vie, ben, c'est des hauts et des bas. Et que le bas, il est fait pour rebondir, il est fait pour être plus fort. Effectivement. Allez, on arrive à la fin de cet entretien et je termine toujours par 3 petites questions. Euh, Quel est ton livre du moment? Ou alors le livre qui t'a le plus marqué? Bon, le livre qui m'a le plus marqué, pardon, le livre qui m'a le plus marqué, je ne me souviens plus exactement le titre, mais c'est un livre de Robbins, de, de, de Tom Robbins. Comment il s'appelle? Je ne me souviens plus. Euh, Vraiment, Robbins, tu sais, c'est le coach extraordinaire. Le pape de la PNL. Ouais, oui, 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 voilà, si tu veux. Et je suis allé le voir, je suis allé le voir aussi 3 fois en Angleterre et tout. C'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc c'est ce livre-là qui m'a vraiment le plus frappé. Alors quand j'étais gamin, c'était tous les livres de Jules Verne. Voilà, Ah j'ai oui. dévoré tous les livres de Jules Verne parce que c'était l'imaginaire, c'était le futur,
C'était des choses extraordinaires. Et puis tout ce qui est lié aussi alors à tout ce qui est à l'exploration de l'espace. Enfin voilà, tout ça, c'est des trucs extraordinaires. Et quelle est une citation ou un mantra que tu as? Ouais, mon mantra, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est quand les temps sont durs, c'est le temps des durs, quoi. Voilà, c'est toujours ce mantra-là, quoi. Voilà. Le bouquin de Tim Robbins, c'est Pouvoir illimité, c'est ça? Ouais, Anthony Robbins, Ouais. Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. C'était extraordinaire. C'est un mec, vraiment, c'est un coach fabuleux, quoi. Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir Anthony Robbins. Tony Robbins, sur scène, c'est extraordinaire. Et son livre, il est magique, quoi. Il est magique. Écoute, moi je suis en train de le lire. Alors, j'ai fait une pause parce que je suis en train de faire plein de choses, mais j'ai commencé à lire et c'est puissant. Et moi j'ai vu le reportage sur lui qui est sur Netflix. Oui. I'm not a guru. Ouais, exactement. Oh là là, c'est vraiment, vraiment puissant, quoi. Ouais. Et là, pareil, c'est des histoires de vie qui sont géniales. Ce gars, de voir d'où il est parti, de ce qu'il est devenu, c'est extraordinaire, extraordinaire. En fait, si tu veux, ce gars-là, comme beaucoup, il vient de rien. Il vient de rien. Mais il a une confiance en la vie. Et il a une confiance surtout en lui-même. Et tout à l'heure, tu me disais, mais qu'est-ce qui te fait continuer? C'est ça, c'est ce que je veux donner aux gens, leur dire qu'ils ont vraiment en eux toutes les ressources. On a vraiment en nous toutes les ressources. Ok. Allez, pour conclure, c'est quoi tes valeurs? Moi, les valeurs, bon, c'est des grands mots. Moi, je crois à l'homme. Je pense que je suis humaniste. Je le pense, je le crée, je le cultive. Sans être bisounours ou béni-oui-oui, attention, ça n'a rien à voir, ça. L'humaniste, c'est quelqu'un qui croit en l'humain, qui croit que l'homme a des capacités insoupçonnées. L'humaniste, c'est quelqu'un qui va regarder la créativité positive de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire des guerres, mais il est capable aussi de trouver des remèdes extraordinaires. L'homme est complexe, l'homme est dual. Et donc, moi, je regarde toujours la beauté de l'homme. Tu sais, un jour, comme ça, j'étais devant la Tour Eiffel quand je devais avoir 20 ans ou quelque chose comme ça, avec un copain. Et on regardait la Tour Eiffel, assis sur les marches de Trocadéro, et je lui dis que c'est beau, que c'est beau. Et il me dit, c'est beau, tu trouves ça beau? Et je lui dis, je ne peux pas te dire que ça soit beau, mais c'est beau parce que ce sont les hommes qui l'ont construit. Parce que c'est quelqu'un qui l'a inventé. Il y a des hommes qui sont montés là-haut à 300 mètres, mettre des rivets, des boulons. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, l'humaniste, je crois que c'est quelqu'un qui va regarder dans toute chose la valeur de l'homme. Voilà. J'essaye d'être altruiste, c'est-à-dire de m'occuper des autres, de donner aux autres. Hein. Et puis, mes valeurs, c'est l'optimisme, quoi. Je crois que c'est important. C'est clair. Je crois que là, sur ce point-là, je pense que nos auditeurs ont vraiment, vraiment compris. Eh bien, écoute, Jean-Philippe, je te remercie pour cette super interview. Merci, en tout cas. Ça fait un plaisir. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Jean-Philippe. Au revoir. Je ne vous avais pas dit que cette interview allait être fantastique. Eh bien, écoutez, en tout cas, pour moi, elle a été. J'espère que vous vous êtes régalé à écouter Jean-Philippe, que son optimisme, son énergie, ses conseils vous auront au moins reboosté, bien gavé d'énergie. Et le mieux, que ces conseils, vous allez les appliquer. Vous avez décidé d'être optimiste tous les matins, que vous allez vous sourire dans la glace tous les matins et pas vous transformer en Danny Boone en disant « je vais bien, tout va bien ». Non, pas du tout, mais d'être un réel optimiste, d'y croire et de vous dire, voilà, comme a dit Jean-Philippe, vous n'avez qu'une seule vie, profitez-en. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de vos employés si vous en avez. C'est la clé du succès. En parlant de clé du succès, vous savez, pour moi, ce qui est important, oui, vous le savez, allez me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qu'il y a de le plus à augmenter la visibilité du podcast. Si vous n'êtes pas sur Apple Podcast, ce n'est pas grave, il y a une autre solution, c'est de partager sur podcast dans vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Voilà. Plus le podcast est connu, évidemment, plus je suis connu et ça me fait beaucoup plaisir. On aidera beaucoup de monde là-dedans. Écoutez, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se dit à lundi prochain.